Monsieur le ministre, Madame la ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers étudiants et étudiantes, c'est pour moi un honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'École des Hautes Études internationales de Vienne, plus connue donc sous le nom de Diplomatische Akademie. L'Académie diplomatique, c'est un lieu de formation, c'est aussi un lieu de réflexion, de recherche, et c'est également un lieu où l'on débat, où l'on échange sur les grands problèmes du monde contemporain. Et c'est pour moi donc un plaisir que nous puissions aujourd'hui avoir cette rencontre sur l'autonomie stratégique européenne. Au nom de son Excellence l'ambassadeur Émile Brix, de toute la direction de l'Académie, je voudrais remercier chaleureusement son Excellence l'ambassadeur Gilles Pécou, qui a œuvré sans relâche pour que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui. Et je voudrais également souligner le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, qui permet que nous ayons régulièrement ce type de rencontre ici à Vienne en français. Précisément, notre rencontre n'intervient pas à n'importe quel moment, elle s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui vient de démarrer. Alors, il n'est peut-être pas tout à fait inutile que je rappelle que cette conférence consiste en une série de débats, de discussions qui seront menés non seulement par les responsables politiques, mais aussi par et avec les citoyens, dans le but de contribuer à façonner donc l'avenir commun de l'Union européenne. La conférence va traiter d'une multiplicité de questions, toutes plus importantes les unes que les autres, la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique de l'Europe, le fonctionnement démocratique de l'UE, et le rôle de l'UE dans le monde. Et donc c'est plus précisément cette question, le rôle de l'UE dans le monde, que nous aborderons aujourd'hui en présence donc de Monsieur le ministre Beaune et Madame la ministre Echtadler. Alors cette question de l'autonomie stratégique européenne, elle fait notamment référence à une proposition du président Macron lors de son discours de la Sorbonne de septembre 2017. Je le cite, « En matière de défense, disait-il, notre objectif doit être la capacité d'action autonome de l'Europe. » Et il ajoutait « en complément de l'OTAN ». La précision est importante. Mais c'était bien cette capacité d'action autonome de l'Europe qui était mise en avant. Comme vous le savez, depuis 2017, le contexte a beaucoup changé, notamment sur un plan transatlantique. On en a eu encore le témoignage ces derniers jours. Néanmoins, la question demeure. Faut-il une capacité d'action autonome de l'Europe ? Et si l'on admet cela, en quoi consiste-t-elle? Pour donner un seul exemple, lorsque la crise de la Covid-19 a commencé il y a quelques mois, eh bien, l'Europe s'est trouvée bien mal en point parce qu'on n'avait pas la capacité de produire ce qu'on a tous maintenant sur le visage, des masques. Donc est-ce que ces questions, au-delà des questions de défense stricto sensu, font partie de notre autonomie stratégique? Et dans le fond, faut-il penser une forme de souveraineté européenne? Alors, je ne crois pas dire quelque chose de trop provoquant en disant qu'il y a clairement des divergences entre Européens sur la manière de voir ces questions, et en particulier la lecture que l'on peut faire de notre environnement, de savoir qui sont nos alliés, comment considérer ce qui se passe en Turquie, au Bélarus, en Russie. Voilà, les relations avec notre environnement ne sont pas simples, et les perceptions que l'on en a sont différentes selon que l'on est à Paris, à Varsovie ou à Vienne. Étant moi-même à cheval entre l'Autriche et la France, je peux voir à quel point la question des Balkans n'est pas perçue du tout de la même façon. Je me permets d'ailleurs d'exprimer ici, tout à fait respectueusement, un petit désaccord avec M. Beaune, puisqu'il y a quelques mois, vous écriviez « Désormais, tous les défis européens sont externes », c'est dans la revue Politique étrangère.
tous les défis européens sont externes. Et donc, comme je le disais, là où je me permets d'exprimer un petit désaccord, c'est qu'il me semble que les défis internes également ne manquent pas dans la manière de constituer cette politique extérieure et de l'organiser. Alors, je ne vais pas m'étendre plus qu'il ne faut sur la question du Sofagate, mais on a vu que la mise en œuvre d'une politique extérieure n'était pas simple. Plus récemment, il y a eu des désaccords dans la manière de gérer la situation. Je pense par exemple au Bélarus. Et il y a une dizaine de jours, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, qui proposait carrément de supprimer la possibilité d'un veto en matière de politique extérieure. Donc tout ça nous interroge encore une fois sur la manière d'organiser cette autonomie stratégique européenne. Donc voilà quelques jalons, quelques toutes petites réflexions et questions que je me pose au début de cet échange. Comme vous le savez, la suite de la discussion sera animée par mon collègue, le professeur Thomas Angerer de l'Université de Vienne, à qui donc je cède la parole, tout en ayant au préalable, bien sûr, à nouveau remercié nos deux ministres, monsieur le ministre, madame la ministre. Je vous remercie vivement pour la peine que vous avez pris de venir ici pour échanger avec nous sur ces questions si importantes. Merci. Thomas. Merci beaucoup, Excellences, Mesdames et Messieurs, cher Clément Bon, bienvenue à Vienne. Je suis très heureuse d'être vous ici à Vienne. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Après des mois de vidéoconférence, et vraiment je suis très sous fatigue, il est tout simplement magnifique d'être dans la même salle avec des gens et de pouvoir discuter en personne. Après de longs combats contre Covid-19, nous pouvons enfin regarder positivement vers l'avenir en Autriche, en France et en Europe. Cette dernière année nous a montré les forces et les faiblesses de notre Europe unie. Pendant la pandémie, beaucoup de choses ne se sont pas déroulées parfaitement et ces erreurs devraient nous faire réfléchir. Mais beaucoup de choses ont bien fonctionné. Il suffit de penser aux nombreuses mesures économiques et aux programmes d'aide, notamment au fonds de relance de 750 milliards d'euros. Ou bien qu'il a été possible à développer, produire et approuver des vaccins efficaces dans très peu de temps. En plus, je crois, c'est correct, ces vaccins ont été accessibles à tous les États de manière rapide. Permettez-moi de continuer en anglais maintenant. Excusez-moi pour ma français. The COVID-19. La pandémie Covid-19 n'a pas fondamentalement changé les défis que l'Europe confronte, mais les problèmes qui ont été provoqués par la crise ont exposé les faiblesses de l'Union européenne. Par exemple, la politique étrangère de l'ONU demeure faible, sous-développée en comparaison avec ses autres projets. Beaucoup de personnes en appellent à une approche beaucoup plus unie, plus stratégique, plus affirmative quand il s'agit de rapports externes. Très peu de progrès ont été accomplis dans des domaines importants tels que la migration et l'élargissement de l'Europe. Il y a un défi énorme quand il s'agit de combattre le changement climatique sans entamer la compétitivité de l'industrie et des affaires européennes. Il y a aussi la situation qui
est problématique sur toutes les histoires concernant l'état de droit à l'intérieur de l'Union européenne. Pour surmonter ces défis et pour arriver à bien entamer l'avenue long terme stratégie qui devrait être la nôtre dans notre continent d'ici l'année 2050, avec une neutralité de climat, pour être tout à fait dans un état qui nous permet d'adresser à notre âge numérique et d'assurer les assises de notre ordre démocratique. Il est très important pour l'Union européenne de mieux anticiper les trends, les nouveautés thématiques, les implications, les occasions potentielles. Et c'est pour ça que je suis très, très contente de parler de l'importance du réseau prospective à l'échelle européenne qui s'appelle les ministres de l'avenir sous la présidence de Marko Šefčovič, le vice-président. En discutant les vulnérabilités stratégiques et les capacités de l'Union européenne ainsi que les défis et les occasions de l'avenir, nous sommes mis d'accord de promouvoir l'Union européenne en tant que chef global responsable. Il faut qu'on adhère à l'engagement, à multilatéralisme en renforçant les partenariats avec l'ONU en tant que cœur d'un ordre international qui est basé sur les règles et un ordre basé sur les règles qui promeut les valeurs et les intérêts européens dans notre monde. Donc, il s'agit de préserver et de renforcer notre compétitivité. Aussi, c'est très, très important. Il s'agit de renforcer la capacité de l'Union européenne de résister, de contrer les pratiques injustes ou abusives de la part de pays tiers et d'assurer la possibilité de concourir sur un pied d'égalité pour nos industries et nos entreprises. Il faut aussi investir dans une Europe résiliente et durable. Effectivement, le président Macron a parlé à la Sorbonne en 2017 dans un discours qui demeure très, très important et pertinent et a été mis en application en 2018. Effectivement, la conférence sur l'avenir de l'Europe a été lancée le 9 mai. Je suis très contente que la première session plénière aura lieu à la fin de cette semaine, le 19 juin. Et nous allons commencer la phase de mise en application de la conférence. La conférence offre à tous les citoyens au sein de l'Union européenne la chance de contribuer leurs idées, leurs pensées, leurs suggestions quant à l'avenir de l'Europe. Il y a pas mal d'activités d'événements aussi en Autriche qui sont appuyés par le gouvernement fédéral, les autorités régionales, locales, les organisations de société civile, les partenaires sociaux, les associations et les citoyens. J'aimerais vous donner un update sur la conférence du côté autrichien. Depuis le lancement de la conférence le 9 mai, à peu près en moyenne, tous les 2 jours, il y a eu un événement dans le contexte de la conférence qui a eu lieu. Le thème de conférence primordial en Autriche ainsi que dans l'Union européenne, c'est le climat. Et c'est suivi par la démocratie en Europe. Je suis sûre que l'Autriche peut faire une contribution très importante au développement ultérieur de l'Europe avec nos idées, notre esprit d'innovation, nos entreprises innovatives et notre expérience quant aux efforts de rapprochement. Cher Clémence, je suis très contente de pouvoir anticiper la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, pendant laquelle la conférence sera un des points les plus principaux sur l'ordre du jour.
Si nous voulons modeler l'avenir, il faut que l'on commence dès aujourd'hui. C'est l'occasion qui vous est donnée de prendre la parole, de dire quel genre d'Europe vous voulez modeler, dans quelle Europe vous voulez vivre, de nous permettre de mettre cet avenir en route. Nous avons déjà commencé, mais il faut que tout le monde prenne l'occasion et participe dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. N'oublions pas que l'Union européenne, ce n'est pas seulement à Bruxelles ou à Strasbourg. L'Union, c'est là où il y a les gens, les citoyens et les citoyens de l'Europe tout entière. Je me réfère à notre website ou neudenken.at, ou bien vous pouvez regarder aussi la référence hashtag EU Neudenken. C'est là que vous allez trouver énormément de thèmes qui vous intéresseront certainement. Merci. Merci Madame la Ministre. Je vais prendre la parole immédiatement, Monsieur. Madame la Ministre, chère Caroline, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le professeur, Mesdames et Messieurs et chers étudiants, je veux remercier et féliciter Caroline pour son excellent français. En réalité, je sais, tu aurais pu faire tout le discours en français sans aucune difficulté. Et aber mein Deutsch ist so schlecht, dass ich direkt auf Französisch sprechen werde. Je crois que ce sera mieux pour être compris cet après-midi, même si j'ai étudié l'allemand quelques années. Je regrette que ces quelques traces soient trop minces pour me permettre d'échanger avec vous en allemand, mais comme c'est déjà ma deuxième visite à Vienne en tant que ministre, j'espère que pour la troisième, je prends un engagement probablement trop ambitieux, une promesse politique, de parler un allemand un peu plus correct, au moins, la prochaine fois que je viendrai à Vienne ou à Salzbourg pour continuer nos échanges. Je suis en tout cas très heureux de pouvoir échanger sur l'Europe et l'actualité européenne cet après-midi avec vous, puisque le titre de notre conférence est l'autonomie stratégique. J'ai presque envie de dire encore, parce que ce sujet, depuis quelques mois, occupe des heures de discussion ministérielle, de discussion de nos chanceliers ou présidents, des pages entières de documents à Bruxelles. Alors si c'est un mirage, il faudrait que nous en soyons conscients rapidement pour essayer de sortir de cette discussion. Et si c'est un virage ou une promesse concrète qui se réalise, il faut aussi que nous soyons capables de le dire et de continuer cette discussion pour lever les ambiguïtés. Paradoxalement, je voudrais peut-être commencer sur ce sujet de l'autonomie stratégique par dire, je crois, ce que cela n'est pas. Car il y a justement beaucoup de confusion sur cette notion, sur ce concept. D'abord, je crois que ça n'est pas, je commencerai par là, au lendemain d'un sommet de l'OTAN et le jour d'un sommet entre les leaders européens et le président américain Biden, ce n'est pas une déconnexion entre l'Europe et les États-Unis. Je le dis en tant que ministre français, car je sais, j'entends, je vois qu'il y a encore parfois cette ambiguïté ou ce reproche, et il ne faut pas l'écarter, il faut y répondre, parce que la France ne défend pas l'autonomie stratégique européenne, car nous la défendons, pour vous donner tout de suite la clé de l'énigme, comme une forme d'anti-américanisme renouvelé, ou d'engagement européen qui cacherait une volonté de casser le lien transatlantique. Ça n'est pas cela. Cela est vrai sur la sécurité, cela est vrai sur le climat, cela est vrai sur le commerce, cela est vrai sur le multilatéralisme dans toutes ses dimensions. Nous l'avons encore vu à travers les discussions récentes sur la taxation internationale. Nous ne pouvons pas avoir une Europe qui réussit sans des États-Unis qui sont nos partenaires. Et à cet égard, nous voyons à quel point le fait que le président Biden se rapproche de l'agenda européen depuis quelques mois facilite nos discussions et nos avancées communes sur le plan international. Je crois pouvoir dire aussi tout de suite que l'Europe doit être fière de ce qu'elle a accompli ces dernières années, parce que quand les États-Unis n'ont pas été là, parfois,
Nous avons tenu bon, nous avons défendu nos ambitions climatiques, nous avons défendu le multilatéralisme. Cela fut plus difficile, mais nous l'avons fait. Nous avons parfois attendu nos partenaires américains, et je crois que c'est une forme de leadership européen que nous devons aussi rappeler, mais nous ne pouvons pas avancer sans les Américains. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une marque de complémentarité que nous devons toujours défendre. Je veux dire aussi que pas plus que l'autonomie stratégique européenne est une déconnexion des États-Unis, elle n'est une équidistance. On dit parfois, en simplifiant, et je crois en se trompant, que l'Union européenne doit être à mi-chemin des États-Unis et de la Chine ou d'autres puissances. À mon sens, ce n'est évidemment pas vrai. Notre proximité politique, culturelle, stratégique avec les États-Unis, quoi qu'il arrive, restera plus forte. Cela ne veut pas dire, j'y reviendrai, que nous n'avons pas des intérêts d'Européens à définir. Je crois que c'est ça l'autonomie stratégique. Mais nous avons toujours une proximité plus grande avec nos partenaires américains, même dans les moments où quelques fossés nous éloignent ou nous séparent. Donc je veux commencer par insister sur cette clarification stratégique. L'autonomie stratégique n'est pas un anti-américanisme, une forme d'isolement européen ou d'ambition européenne qui consisterait à être au milieu du jeu mondial. Ce ne serait, je crois, ni possible ni souhaitable. Deuxième élément que je veux souligner, c'est que l'autonomie stratégique n'est pas seulement une lubie française. C'est peut-être là que je réponds à la question qui nous est posée. Il y a, je le pense profondément, un virage européen sur cette question. Et je le dis aussi au-delà des mots. Certains parlent d'autonomie stratégique, d'autonomie stratégique ouverte, de souveraineté européenne, nous le disons souvent dans nos discours français, de puissance. Au fond, tout cela est assez proche. Je le dis sans vouloir occulter les débats techniques, philosophiques, académiques sur le sujet qui sont importants. C'est la même idée à la fin. Et ça n'est pas une lubie française, je le disais, parce que je l'ai observé. Chère Caroline, je suis sûr que toi aussi, ces derniers mois ou ces dernières années, il y a une très profonde convergence entre pays européens sur la nécessité que nous avons dans tous les domaines d'être plus autonomes, plus indépendants, plus puissants, plus souverains, d'agir pour nous-mêmes. Et le temps où c'était une sorte de doux rêve de quelques-uns, notamment à Paris ou en France, est, je crois, aussi révolu. Et les mots peuvent parfois nous séparer, mais le fond de ce sujet et les actes nous rapprochent chaque jour un peu plus. Quand nous regardons notre position en matière de politique commerciale vis-à-vis de la Chine, quand nous regardons notre juste équilibre dans la relation avec les États-Unis, quand nous regardons nos projets positifs communs sur le climat, sur le numérique, sur l'Europe sociale, nous avons une proximité européenne qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune difficulté, évidemment, qui ne veut pas dire que nous n'avons pas des différences. Nous en avons encore discuté, nous en avons sur certains sujets, de l'élargissement à la défense, ça arrive, mais une convergence qui est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années ou même quelques mois. Puis je veux le dire aussi, et j'arrêterai ensuite avec les commentaires négatifs sur ce que l'autonomie stratégique n'est pas, mais c'est important, l'autonomie stratégique, ça n'est pas seulement la défense ou la politique étrangère. C'est évidemment essentiel, nous y reviendrons peut-être aussi dans notre échange, mais nous avons vu pendant la crise qu'être autonome, ce n'était pas seulement, et c'est déjà très difficile, c'est sans doute le plus difficile, se mettre d'accord sur une politique étrangère ou de sécurité commune, car nous avons des traditions différentes. Nous touchons avec ces domaines à des sujets qu'on appelle régaliens, qui touchent au fonctionnement profond de notre État, de nos diplomaties, de nos armées, de nos positions stratégiques. L'Autriche a une position de neutralité, nous avons un engagement militaire actif par tradition, ce sont des traditions différentes, mais l'autonomie stratégique, ça ne peut pas être que cela. La crise nous a montré, par exemple, dans les premiers mois de 2020, que nous n'étions parfois pas autonomes pour produire les masques que nous avons encore aujourd'hui sur les visages, que nous n'étions pas autonomes pour produire des équipements médicaux élémentaires. Nous avons découvert, c'était une réalité, mais nous ne l'avions pas forcément en tête, que, je crois, 80% d'un produit aussi simple que le paracétamol est produit en Chine ou en Inde et plus en Europe ni aux États-Unis.
Nous avons compris donc que l'autonomie, ça consistait d'abord, c'est le fondement finalement de toute puissance, dans une capacité à produire, une capacité industrielle, une capacité d'innovation, une autonomie de production avant même d'être une question hautement stratégique de défense, de sécurité, de politique étrangère. Nous avons vu qu'être autonome, c'était avoir notre propre capacité à défendre nos positions, nos intérêts sur le plan climatique, sur le plan de la régulation des grandes plateformes numériques, dans des domaines d'avenir comme le spatial. L'autonomie stratégique n'est pas réductible à un seul domaine. Je veux le dire maintenant de manière positive. Si j'essayais une définition simple, peut-être trop simple, de cette autonomie, je dirais que c'est très simplement notre capacité à défendre et à promouvoir nos intérêts et nos valeurs. Ce n'est pas contre nos partenaires privilégiés, notamment les États-Unis, aujourd'hui le Royaume-Uni, qui est un pays devenu extérieur à l'Union européenne. Ce n'est même pas contre des pays plus agressifs à notre égard, comme la Russie, ou comme la Chine, ou comme la Turquie, à beaucoup d'égards. C'est d'abord être capable de définir ce que sont nos intérêts et nos valeurs. Et la crise, là aussi, je crois, a accéléré ce processus et cette prise de conscience. Nous nous sommes rendus compte, depuis quelques années, mais sans doute de manière plus rapide encore depuis la crise de la Covid, que nous avions un modèle européen qui, de Paris à Vienne, en passant par Stockholm ou Madrid, était commun sur l'essentiel. Quand l'on regarde ce qui a fait la force, car je crois que c'était une force de l'Europe pendant la crise, il y a deux éléments qui me frappent et qui ont été parfois une redécouverte pour beaucoup d'Européens. La solidarité et la démocratie. Vous me direz, on trouve la solidarité et la démocratie dans d'autres régions du monde, heureusement. Mais cette combinaison et cette ampleur des deux termes et des deux valeurs, je crois, étaient uniques et sont uniques en Europe. La solidarité, nous l'avons vu dans la crise, nulle part ailleurs au monde, nous avons autant soutenu nos économies, nos emplois, nos petites entreprises, nos citoyens, nulle part. Nous avons parfois des complexes vis-à-vis des milliers de milliards de dollars que les États-Unis affichent pour soutenir leur économie, et c'est très impressionnant. Mais quand nous regardons ce qui a été fait par les pays européens, tous confondus, c'est vrai pour l'Autriche, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour tous les pays européens, nous avons investi dans nos économies plus que les Américains en pourcentage de notre richesse nationale. Parce que nos modèles sociaux, nos protections sociales sont les plus fortes du monde. Elles ne sont pas parfaites, bien sûr, elles méritent d'être sans doute réformées. Mais la crise a montré à quel point ce modèle européen était fort et nous réunissait. Et puis la démocratie, là aussi cela paraît parfois galvaudé, une valeur qui n'est pas seulement européenne. Combiner la solidarité, je crois qu'elle l'est profondément. Mais là aussi, probablement nulle part ailleurs dans le monde, avec les États-Unis sur ce point précis, je l'accorde, nous avons gardé notre débat démocratique, même quand nous avons pris partout des mesures difficiles qui ont restreint nos vies, nos libertés, nos activités. Nous avons dû le faire, mais nous l'avons fait. Je parle avec Caroline, Madame la Ministre, devant une juge qui connaît l'équilibre constitutionnel mieux que personne. Nous l'avons fait dans le respect de nos débats politiques, de nos débats parlementaires, de notre contrôle juridique et judiciaire, et même de nos polémiques. Partout, nous l'avons vu dans nos sociétés. Certains y ont vu une fragilité. Je crois que ça a été une force. Il y a eu des controverses. Les gouvernements ont été critiqués, contestés par leurs oppositions, par la presse, par chacun, c'est normal, pour une mesure qui était une fois trop stricte, une fois pas assez stricte. Tout au long de cette crise du Covid, nous l'avons vécu. Cette combinaison européenne de la solidarité et de la démocratie, elle a été, regardez bien, unique au monde. Nous nous sommes rendus compte dans cette crise que ce modèle commun, on en était fiers, il nous réunissait, il méritait d'être défendu. Et finalement, l'autonomie stratégique, c'est la prise de conscience de ce modèle commun et la volonté de le défendre dans le monde. Une fois qu'on a conscience de ce modèle, je vois comme leçon de la crise 3 éléments qui me paraissent très importants pour renforcer notre Europe. D'abord, celui de la puissance. Et là, je vais reprendre une casquette très française. Mais je crois que sur l'autonomie stratégique, c'est ça qui se joue au fond. Vous l'avez dit, monsieur le professeur, en exprimant un dissensus légitime, que
j'avais caricaturé sans doute, c'est vrai peut-être, la situation en disant que les défis européens étaient devenus extérieurs. C'est évidemment une simplification, mais je tiens à cet argument et je crois qu'il est lié à notre débat d'aujourd'hui, parce que quand vous regardez la construction européenne rapidement, je ne vais pas la brosser année par année depuis 75 ans, je vous rassure, nous voyons que nous avons commencé par un projet qui était un projet interne, pour le dire de manière plus émotionnelle, c'est un projet de réconciliation. C'est un projet né de l'après-guerre qui visait à réconcilier notre continent, d'abord la France et l'Allemagne, un club de pays qui s'est progressivement renforcé, élargi, et c'est sa force. Mais notre objectif était d'éviter que l'on s'éloigne et qu'on s'affronte de nouveau. Nous avons construit un marché commun, un marché unique, une politique commerciale, quelques politiques qui sont venues renforcer ce marché, une politique agricole, une politique qu'on appelle de cohésion. C'était un renforcement interne, quelque sorte des fondations qu'on consolidait, et on avait délégué les sujets de grandes personnes, si je puis dire, ou les plus difficiles, ou externes, la défense, la politique étrangère en particulier, à d'autres, avec des choix différents. L'Autriche avait une position spécifique de neutralité, mais regardez tous les autres pays européens, c'était l'OTAN, pour ceux qui en étaient membres, ou c'était l'État, ou les deux à la fois, qui gardaient les leviers de la grande diplomatie, les affaires extérieures. Et progressivement, on s'est rendu compte, année après année, que tout ce qu'attendaient les citoyens de l'Europe, c'était des sujets extérieurs. C'est dans ce sens que je résumais les choses ainsi. Quand vous regardez, je pense que la conférence sur l'avenir de l'Europe, à laquelle je tiens beaucoup comme Caroline, va le montrer, tous les sujets qui intéressent le plus nos concitoyens aujourd'hui ont une dimension internationale, plus encore qu'européenne. Le changement climatique, la transformation numérique et toutes ses conséquences, la protection des données, la juste taxation internationale, la question migratoire, qui est évidemment une question qu'on doit traiter de manière européenne, mais qui dépasse largement nos frontières, même celle de la démocratie dans le monde et de la préservation de nos valeurs, l'Europe regarde vers l'extérieur. Et nous devons trouver pour la première fois, dans notre histoire, la manière d'articuler, nous ne l'avons jamais réussi auparavant, une coopération entre nous, ce que j'appelle l'interne, sans le sacrifier, parce que c'est l'acquis le plus précieux, on ne le dira jamais assez, de 70 ans de construction européenne. Et ça n'était pas une évidence, c'est clair, il y a quelques années encore. Et nous allons poursuivre cette œuvre par l'élargissement. Garder cette coopération et y ajouter la puissance. Regarder vers l'extérieur en défendant de manière non agressive mais ferme. C'est tout le « en même temps », si vous me permettez cette expression, que les Européens doivent inventer, notre modèle et nos valeurs. Michel Barnier disait tout au long de la négociation du Brexit, on doit combiner l'unité et la fermeté. Il ajoutait d'ailleurs avec le plus grand calme. Nous avons réussi à le faire, certes vis-à-vis d'un partenaire démocratique et amical, le Royaume-Uni, au cours des 4 dernières années. Cette recette, nous devons l'appliquer avec quelques changements vis-à-vis de nos partenaires extérieurs. Et je crois que nous commençons à l'apprendre. Nous commençons à être capables de hausser la voix, de mener des opérations à l'extérieur de l'Europe, d'avoir, même si c'est parfois difficile et très fragile, des positions communes. Je crois que je le prends comme un cas plus positif que négatif, que nous l'avons démontré récemment dans la crise biélorusse, même si c'est sans doute insuffisant. En 24 heures, l'Europe, à l'unanimité, malgré l'unanimité, a réussi à décider des sanctions fortes, qui seront précisées dans quelques jours par les ministres des Affaires étrangères, contre un régime dictatorial en Europe. Est-ce que c'est parfaitement efficace? Certainement pas. Est-ce que c'est un signe d'unité et de fermeté européenne enfin acquis? Je le crois, et nous irons encore dans cette direction. Le deuxième élément, deuxième leçon de la crise aussi, qui est beaucoup plus difficile encore pour les Européens, plus difficile encore que la notion de puissance, c'est la notion de vitesse. Je pense profondément que l'Europe s'est mise sur la bonne trajectoire internationale. Elle a compris que la Chine ne serait pas une puissance amicale. Elle a compris que nos intérêts, durablement, ne seraient pas à 100% ceux des États-Unis, même si cela reste notre premier partenaire stratégique, je le rappelle. Nous avons compris cela, mais nous ne sommes pas encore à la vitesse de réaction d'une grande puissance internationale. Au fond, quand on a le débat sur la relance américaine qui aligne des chiffres beaucoup plus grands que celles des Européens, ce n'est pas les chiffres qui sont différents. C'est à quel point nous sommes toujours impressionnés par la capacité des vraies grandes puissances, des autres grandes puissances, comme les États-Unis, à dire en quelques mots, en quelques minutes, nous allons relancer notre économie, envoyer
quelqu'un sur la Lune, relancer la conquête spatiale, avoir un projet d'énergie verte pour les 10 prochaines années. Nous ne rêvons pas assez vite et assez grand en Europe, ça n'est pas notre ADN, probablement parce que nous avons un rapport plus pessimiste et tragique à notre histoire, on le comprend, mais aussi parce que nous nous interdisons cette ambition collective et parce que nos processus de décision sont très difficiles. Je prends l'exemple de la relance, je crois que c'est un vrai succès européen. Nous ne devons jamais arrêter de le rappeler, car nous avons un plan de relance, Caroline le rappelait, de 750 milliards d'euros, tout à fait comparable aujourd'hui à celui des États-Unis. Mais nous le décidons en 4 jours et 4 nuits très difficiles de sommet, et ensuite nous mettons 10 mois à décaisser les premiers euros. Évidemment, pour nos opinions publiques, en Autriche comme en France, c'est trop long. Quand M. Biden annonce la relance, il le fait en une soirée, même si les Américains sont toujours meilleurs communicants que les Européens, et donc en réalité c'est un peu plus compliqué que ça, même aux États-Unis. Mais nous avons une vraie difficulté de réaction, de vitesse. Nous en discutions d'ailleurs tout à l'heure. Je crois que c'est un des sujets que nous aurons dans la relation avec le Royaume-Uni dans les prochains mois. Le Royaume-Uni met la pression sur l'Union européenne en pensant que nous serons trop lents à réagir et à défendre nos intérêts. Une Europe qui va vite, je crois que ça doit être la principale préoccupation de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que notre sujet n'est plus tellement d'avoir des ambitions, c'est de les penser vite, de les penser grand et de les mettre en œuvre fort. Le troisième élément, je sais qu'il est plus difficile, mais parfois plus controversé, mais je veux l'ouvrir ici aussi, car je suis convaincu que c'est la condition d'une action européenne rapide, c'est la différenciation. C'est un débat qui a divisé des milliers de diplomates européens, sans doute des centaines de ministres, et occupé beaucoup de thèses sur l'Europe. Une Europe à plusieurs vitesses, une Europe différenciée. Aussi, je crois qu'il faut repenser cette notion de manière beaucoup plus calme et apaisée. Je ne crois pas du tout, pour vous le dire, à une Europe en différents cercles. En France, nous avons encore parfois le fantasme nostalgique et, à mon avis, faux, d'une Europe des 6, d'une Europe des 12, selon la génération à laquelle on appartient, en se disant que c'était mieux, que ça allait plus vite, que c'était plus cohérent. Ça n'est pas vrai. Et de toute façon, même si c'était vrai, à quoi ça sert de penser à un format qui n'existera plus jamais? Et d'ailleurs, quand vous regardez, pour être tout à fait honnête, la cohérence, je parle pour la France, du club des 6 pays fondateurs, est-ce que nous sommes plus d'accord avec nos amis néerlandais sur l'avenir de la zone euro qu'avec nos collègues autrichiens? Je ne crois pas. Et donc nous voyons bien que nous avons des proximités qui ne sont plus celles de l'histoire et des premiers jours de la construction européenne. Et donc il faut assumer une différenciation qui ne consiste pas à casser l'unité européenne en différents cercles ou en différents clubs, certainement pas, mais en acceptant qu'il y ait projet par projet des coalitions politiques différentes. Ça peut vouloir dire que sur le climat, avec l'Autriche, avec le Danemark, avec l'Espagne, la France soit beaucoup plus d'accord qu'avec l'Allemagne, parfois. Ça ne veut pas dire que le socle franco-allemand sera affaibli ou qu'on l'oublie. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir des coalitions de projets qui nous font avancer. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura des coopérations structurées où vous aurez un club de pays qui reproduirait ses propres institutions et qui, pour l'éternité, travailleraient ensemble sur la défense ou sur la fiscalité ou je ne sais quoi. Ça veut dire que sur une initiative précise, quelques pays européens peuvent prendre le leadership pour proposer à tous une ambition commune. Je prends cet exemple du climat parce qu'il est réel. En 2019, nous avons été 9 pays à proposer la neutralité carbone 2050. Si nous avions attendu un sommet européen à une unanimité des 27, nous n'aurions jamais réussi à acquérir ce qui est aujourd'hui accepté par tous, la neutralité carbone 2050. Nous l'avons fait à 9, et puis tout le monde s'est rallié progressivement par les discussions diplomatiques et politiques. C'est ainsi que fonctionne notre club. Avec Caroline, il y a quelques semaines, après malheureusement des attaques tragiques en France et ici à Vienne, attaques terroristes, nous avons pris des initiatives pour accélérer les discussions européennes sur, par exemple, le retrait des contenus terroristes en ligne. Et cet accord a aidé à avoir une solution européenne quelques semaines plus tard, et nous continuerons, nous en avons discuté tout à l'heure, cette ambition commune. Parce que l'histoire récente fait que nous avons des positions très proches et que nous pouvons être utiles à l'Europe en travaillant tous les deux avec peut-être quelques autres pays d'avant-garde. Et puis sur d'autres sujets, nous aurons, c'est la vie politique et diplomatique, nos désaccords, et nous travaillerons dans d'autres formats. Mais nous continuerons, je le rassure tout le monde, à nous parler et à essayer de converger.
Cette différenciation politique européenne, c'est la maturité de notre construction européenne, ne pas avoir peur d'avoir des désaccords qui ne remettent pas en cause l'unité de notre projet, parce que sur l'essentiel, sur nos intérêts, sur la solidarité de la démocratie que j'écrivais, sur notre marché unique, nous sommes d'accord et nous sommes unis à 27 et peut-être demain à quelques pays de plus. Si nous réunissons la puissance, la vitesse et cette différenciation positive, je crois que nous aurons un club de 27 États membres qui sera fort, efficace, qui défendra ses intérêts et qui, c'est le mot par lequel je voudrais finir, parce que c'est celui qui manque le plus dans nos débats européens, qui nous rendra fiers. Car souvent les Européens acceptent un compromis, font une conférence de presse, disent que ça n'était pas si mal et que nous avons sauvé l'essentiel. Jamais nous ne sommes capables, trop peu souvent, d'être positifs, fiers et optimistes. Les Américains, ou dans un autre genre, les Chinois, ont toujours cette idée que l'on peut mettre une casquette sur la tête, écrire America First ou autre chose, et dire qu'on sera les meilleurs du monde dans le domaine spatial, dans le domaine climatique, dans le domaine industriel ou technologique. Souvent, l'Europe est la meilleure, ne le sait pas, ne le dit pas et n'ose pas le défendre auprès de ses propres concitoyens. Moi, je suis fier d'être européen, je suis fier d'être ici et de discuter avec un public d'Européens convaincus. Ça ne veut pas dire que nous oublions nos identités nationales, ça ne veut pas dire que nous diluons nos nations, ça veut dire que nous sommes fiers, heureux, puissants en étant européens. Merci beaucoup. Entre la vue de Madame la Ministre, de Monsieur le Ministre, en ce qui concerne la largeur de vue qu'il faut prendre dans cette autonomie stratégique. Il y a peut-être des petites nuances sur tel ou tel accent, mais je vous invite à prendre la parole. Il y a 2 micro-baladeurs dans la salle et donc une possibilité de poser des questions. Je vois également des étudiants, me semble-t-il, et je les invite particulièrement à prendre la parole. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Mon nom est Dietmar Zode, je viens des ingénieurs, de l'association d'ingénieurs autrichiens. Qu'est-ce que c'est la stratégie d'Europe envers l'Afrique? Il y a des centaines de millions qui attendent de venir ici. Et l'Afrique est une grande chance pour nous. La future énergétique est posée en Afrique, dans le Sahel, dans le Sahara, avec le soleil. Tout ça, nous pourrions exploiter et donner du travail à ces peuples là-bas. Je ne vois pas autre chance d'être une sécurité en Europe sans regarder cette question aussi. Merci beaucoup pour avoir introduit l'Afrique dans le débat. Il y a peut-être une deuxième question qu'on pourra tout de suite prendre. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, j'aimerais remercier en tant qu'étudiante de l'Académie diplomatique à Monsieur le ministre et Madame la ministre d'être venue ici débattre cette question très importante sur l'avenir de l'Europe. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est justement l'élargissement de l'Union européenne par les pays des Balkans. Quel rôle joue donc l'intégration des pays comme par exemple la Serbie dans cette stratégie, cette autonomie stratégique? Pensez-vous que c'est important face aux influences de la Chine, de la Russie dans cette région, de les intégrer le plus rapidement possible? Merci. Est-ce que, Madame Edstadler, vous souhaiteriez peut-être tout de suite réagir sur une des 2 questions, ou les 2, c'est comme vous voulez?
Merci beaucoup. I will do that in English if it's okay for you, because I feel more secure in English than in French. Well, first of all, regarding Africa, I think en ce qui concerne l'Afrique, pendant la présidence de l'Autriche, je pense qu'effectivement, on était bien conscient qu'il faut garder l'Afrique à l'œil et développer une stratégie. Quand moi je me suis rendue en Israël la première fois, j'ai vu ce qui était possible en plein milieu du désert. On peut tout de même produire des produits agroalimentaires. Et donc, je pense que ce serait merveilleux de tracer des rêves avec les personnes en Afrique aussi. J'espère que M. Beaune va pouvoir contribuer quelques idées ici, parce que je suis sûre, en tant que Français, il est encore plus près de l'Afrique en termes d'expérience que nous en Autriche. Depuis la présidence de l'Autriche en 2018, nous avons fait de notre mieux d'avoir ces pays-là en cible de notre stratégie. Je pense que nous avons fait quelques progrès. Je pense que c'est très intéressant d'avoir pu travailler l'an dernier au niveau européen quand il s'agit du processus d'accession avec l'Albanie, etc. Mais effectivement, pour nous, nous avons des problèmes avec les deux pays auxquels je viens de me référer. Et pour la Serbie, au Luxembourg, il y a encore une réunion la semaine prochaine. Et je pense que ce sont des réunions très importantes. L'Union européenne a déclaré une nouvelle stratégie, une nouvelle avenue d'approche quant aux négociations avec ces pays. Et je pense que c'est une approche qui est indispensable. C'est quand on se rend en Albanie du Nord, en Macédoine, qu'on se rend compte à quel point l'influence de la Chine, de la Russie augmente d'une façon tout à fait rapide et perceptible. J'espère que je peux parler à votre nom aussi. Je pense que c'est très important de comprendre ce qui va se passer si nous ne donnons pas à ces pays une perspective occidentale. Car l'alternative est très, très claire. C'est quelque chose dont on se rend compte très, très clairement. Moi, j'étais impliquée du côté juridique en Albanie, et ce n'est pas du tout évident de travailler dans le système, dans les structures qui existent. Même, on comprend pourquoi certains processus se trament, mais effectivement, il y a des problèmes systémiques dans les institutions qui sont en jeu là. Donc, je pense qu'il s'agit de modeler un processus d'accession éventuelle à l'Union européenne qui soit croyable, qui soit tenable et envisageable. Il s'agit d'insuffler un peu d'oxygène politique. Parce que ces pays disent, ma foi, s'il n'y a pas du tout de raison de se joindre à l'Union européenne, ma foi, l'alternative est tout à fait au bout de nos doigts. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Vous avez raison, c'est un sujet majeur pour l'Europe qu'on doit sans doute traiter de manière un peu différente de ce qu'on a fait traditionnellement. Traditionnellement, quand on parle d'Afrique vue d'Europe, c'est un sujet
de sécurité et c'est un sujet migratoire. Bien sûr, ces deux dimensions existent, nous y sommes engagés. Sur la question de sécurité en particulier, la France au Mali, au Sahel, nous avons sous différentes formes d'ailleurs des partenaires européens, dont l'Autriche, qui sont dans certaines missions de formation de l'Union européenne. Et je veux remercier de cette solidarité, car en France, on dit parfois, et c'est aujourd'hui faux, que nous sommes tout seuls pour assurer la sécurité de la région. Ça n'est pas exact. Mais au-delà de ça, nous ne voyons pas, je crois, l'enjeu économique, démographique de l'Afrique. Vous avez raison, si on ne traite les choses que par ces dimensions, sans doute on se protège d'une certaine façon à court terme, mais on ne crée pas un partenariat qui est dans notre intérêt aussi à long terme. Il y a en Afrique la plus grande croissance de la population au monde, dans certains pays parmi les taux de croissance les plus élevés du monde. Il y a une énergie d'innovation, de créativité, ce n'est pas un commentaire diplomatique qui est réel et que nous devons utiliser. Si nous ne l'utilisons pas, nous aurons d'autant plus de problèmes migratoires et de sécurité. Donc cet engagement européen est essentiel. Par parenthèse, je crois que c'était un bon exemple d'autonomie. Parce que si l'Europe ne s'occupe pas de la question de l'Afrique, avec cette approche plus large, de soutien à l'investissement, de soutien à l'éducation, des filles en particulier, d'aide au développement et de sécurité, si nous n'avons pas cette approche large, personne ne l'aura pour nous. Par la tradition, pour la France, mais de certains pays européens avec l'Afrique, mais plus largement par notre proximité géographique, parce que nous sommes la destination naturelle de la jeunesse africaine quand elle ne trouve pas de perspective sur son propre continent, parce que nous pouvons aussi, de manière beaucoup plus positive, être le lieu d'investissement, d'échange. Vous avez évoqué la question de l'énergie, des énergies renouvelables en particulier. Nous devons, et nous n'avons pas d'autre choix en réalité, que d'être les premiers partenaires de l'Afrique. Si nous ne le faisons pas, nous aurons des mauvaises influences. Et là, je rejoins la question des Balkans. Nous aurons, et nous le voyons déjà, des influences qui ne sont pas constructives et partenariales, mais qui sont négatives, pour le dire clairement, de la Chine et de la Russie en particulier, qui, comme dans d'autres régions du monde, et comme dans les Balkans par exemple, quand nous ne sommes pas là, occupent l'espace. Mais ça ne se fait jamais à notre avantage, soyons clairs. Ça se fait à notre désintérêt économique, bien sûr, mais aussi politique, stratégique et sécuritaire et migratoire dans les années qui viennent. Donc ce partenariat avec l'Afrique, ce sera d'ailleurs, nous cherchons un peu à en définir les contours, mais une des grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne dans quelques mois sur le plan de la politique extérieure. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui en matière de politique de vaccination, car nous voyons bien là aussi notre interdépendance. Si nous ne protégeons pas nos voisins proches, c'est vrai pour les Balkans, c'est vrai un peu plus loin pour l'Afrique, nous ne nous protégeons pas efficacement. Sur les Balkans, pour être clair, l'intérêt stratégique, la France le voit parfaitement. Nous ne pouvons pas avoir de stabilité de l'Union européenne sans stabilité et in fine d'élargissement à la région, à l'intégralité de la région des Balkans occidentaux, les 6 pays, avec des rythmes différents, avec des situations nationales qui sont différentes, bien sûr, mais le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit dès son discours de la Sorbonne, il y aura dans l'Europe stabilisée dans ses frontières, élargie in fine, les pays des Balkans occidentaux. Je fais 2 précisions sur ce point. D'abord, je crois en effet qu'il ne faut pas laisser le temps trop s'écouler et le vide se remplir par d'autres. Mais cela suppose 2 choses pour réussir ce partenariat et à la fin cette intégration européenne. 1, que pendant que nous négocions l'adhésion, c'est engagé pour certains pays, cela j'espère s'engagera rapidement avec d'autres, nous sommes aussi présents d'autres manières. Sinon, les influences extérieures ne seront pas contrées par l'investissement privé, par le soutien aux infrastructures, par le soutien à la vaccination quand il y a un problème d'accès médical comme on l'a vu ces derniers mois. Quand nous ne le faisons pas, on l'a vu sur le vaccin, tout de suite, d'autres sont présents à notre place contre nos intérêts stratégiques. Et donc la politique d'élargissement, c'est ça qui est parfois mal compris dans la position française, ne suffit pas à définir notre relation avec les Balkans occidentaux, parce qu'en attendant, et d'autres manières, nous avons besoin de partenariats. Par exemple, la France a ouvert des bureaux de son agence d'aide au développement pour la première fois dans les Balkans pour renforcer le soutien aux investissements et que, par exemple, les infrastructures ne soient pas uniquement financées par nos concurrents chinois. Ce qui est l'intérêt, je crois, ni des Balkans occidentaux, ni de l'Union européenne. Et l'autre condition, j'en finis là, c'est que l'Union européenne se réforme avant un nouvel élargissement.
je crois profondément, je l'ai dit, à la différenciation déjà à 27, sinon nous ne sommes pas efficaces. Cela, évidemment, est encore plus vrai. Et nous devons nous poser nos questions en matière d'unanimité, en matière de fonctionnement de nos institutions, d'initiatives politiques à quelques-uns. Nous devons accepter tout cela, cette différenciation quotidienne, si nous voulons qu'une Europe à 27 et demain une Europe à 30 ou 32 fonctionne. Sinon, nous risquons d'avoir une Union européenne qui aura été élargie, et c'est notre intérêt stratégique de long terme, mais qui sera affaiblie par ces dysfonctionnements internes. Donc je crois qu'il faut tenir ces deux dimensions ensemble. C'est un des objectifs de cette conférence sur l'avenir de l'Europe aussi. Merci beaucoup. Je crois que nous avons abordé avec l'Afrique et les Balkans deux sujets qui tiennent au cœur à nos deux pays. Je ne suis pas sûr que nous n'ayons encore de temps pour prendre une question supplémentaire. Est-ce que le protocole nous permettrait de donner la parole à Madame dans le deuxième rang? Merci beaucoup. Que doit-il changer dans les 2-3 prochaines années pour que l'Union européenne ait un avenir à long terme? Well, let me just think it over, but I think Laissez-moi réfléchir. what should be changed during Qu'est-ce qu'il faut changer dans les dizaines d'années qui sont devant nous? Parce que la conférence sur l'avenir de l'Europe a l'intention de demander aux citoyens de l'Europe ce qu'ils veulent comme Europe. Quel modèle d'Europe est-ce qu'ils veulent avoir? Il s'agit de créer une Europe qui épouse les contours que ces citoyens voudraient voir émerger. C'est à vous de nous dire plutôt comment est-ce que vous voulez que l'Europe se change, se métamorphose. D'abord dire, moi je ne suis pas très inquiet pour la deuxième partie de votre question, de votre remarque sur l'avenir de l'Union européenne. On aime bien se faire peur en Europe. C'était ce rapport au tragique que j'évoquais. C'est notre histoire. On a toujours l'impression, quand il y a une crise, quand il y a une difficulté, notre projet politique, surtout quand c'est un projet récent, un peu fragile et original, comme la construction européenne, va disparaître, s'écrouler. Je me souviens, il y a 4 ans, quand on a eu le référendum du Brexit, on disait c'est le début de la fin. En réalité, ça a été l'inverse. Nous avons non seulement été unis et fermes, comme je le disais, et calmes dans notre négociation avec le Royaume-Uni, tant mieux. Nous avons fait réussi ce test de puissance, au fond, européenne. Mais en plus, toutes les opinions publiques dans les 27 États de l'Union européenne qui restent, ont renforcé leur adhésion à l'Union européenne. Il ne faut pas être excessivement optimiste en pensant que c'est pour toujours, mais je crois que ça a montré que quand on grattait notre projet européen et qu'on s'apercevait qu'il était parfois fragile, on lui accordait plus de soutien, d'attention, de valeur. Donc moi je pense qu'il y a comme on dit aujourd'hui dans la crise, une résilience européenne qui est très forte. Donc je ne suis pas inquiet sur la survie du projet européen. Je ne pense pas que même si on ne changeait pas 2 ou 3 éléments, on serait en risque de survie. Maintenant, il y a plein de choses qui doivent changer pour que le projet européen soit plus efficace, plus rapide. Il y a 2 choses, on pourrait prendre quelques politiques, le climat, la défense, etc. Je vous dirais juste 2 choses que j'ai un peu évoquées. La vitesse, 3. La vitesse, j'y reviens pas. La pensée à long terme, ce qui me frappe quand on compare l'Europe comme puissance en devenir et par exemple les États-Unis ou la Chine, c'est qu'eux ont un raisonnement à 10, 15 ou 20 ans. En Europe, on commence à l'avoir. Le climat est un bon aiguillon pour aller vers cette pensée de long terme. Mais c'est très rare qu'on arrive à avoir une ambition de long terme. C'est pour ça que je disais, moi ça ne m'inquiète pas tellement la comparaison avec les États-Unis sur le plan de relance. Je crois qu'on est tout aussi bon que les Américains. Ce qui m'inquiète plus, c'est que les Américains, ils ont un plan d'investissement dans les batteries électriques, les microprocesseurs, l'industrie spatiale, à l'horizon 2030-2035, ils mettront beaucoup d'argent, ils soutiendront beaucoup d'innovations, beaucoup de start-up, beaucoup d'industries. Il ne faut pas que les Européens soient derrière parce qu'on n'a pas de pensée à long terme. Et le dernier élément, je l'ai dit, mais vraiment j'y insiste, c'est l'ambition et la fierté.
on ne sera capable de penser à long terme, capable de se projeter, capable d'être rassurés nous-mêmes sur notre survie collective en tant que projet politique européen, si on relève un peu la tête, on se dit qu'on est bon, on se dit qu'on peut réussir, on se dit qu'on a fait plein de choses bien dans la réponse à la crise, je le crois, la relance, même la vaccination, je pense que c'est une réussite européenne. Reconnaissons cela, parfois il y a des puissances extérieures qui font la moitié, le quart, le dixième de ce qu'on réussit au niveau européen et qui expliquent au monde entier que ce sont les plus forts. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il ne s'agit pas d'être agressif, il s'agit d'être tout simplement fier de cette solidarité, de cette démocratie qu'on a réussi à réunir en Europe de manière unique et très puissante. Donc si je changeais ça, ça serait cette capacité à être fier de nous-mêmes. Merci Monsieur Beaune, merci Madame Edstadler, merci tous les deux d'avoir à la fois renvoyé la balle dans la salle pour reprendre et continuer le débat aussi dans le cadre de la société civile. Merci aussi de nous avoir encouragés à penser grand rapidement et à long terme. Avec la permission de Julien Navarro et en pensant aux obligations de Madame et Monsieur le Ministre de passer directement à un point de presse qui aurait déjà dû commencer il y a 10 minutes, je me permets de vous remercier tous pour avoir participé à ce débat, de remercier encore à Madame et Monsieur le Ministre pour avoir accordé 1 heure entière, voire plus, à ce débat, et vous souhaite une excellente après-midi encore et une bonne continuation dans le débat sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Merci.